Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 8e journée du top 14. Comme d'habitude, on commence par les matchs qui m'ont intéressé, et notamment le premier de cette journée, Toulon-Castres. Alors pendant ce match, la première mi-temps, elle était globalement dominée par les Toulonnais, malgré cet essai casquette de Raisuke au bout de 5-6 minutes de jeu. Toulon était meilleur, leurs enchaînements étaient plus construits, le jeu était mieux guidé par la charnière, mais malgré tout, Castres n'est pas décroché à la mi-temps, notamment grâce au bon jeu au pied de Louis Lebrun et de Jérémy Fernandez qui, malgré le vent de face, ont réussi à trouver des bonnes touches, notamment des bons 50-22. Cependant, là où ça a pêché, ça a été en seconde période, car Castres n'a jamais su imposer son jeu et jamais su jouer réellement, alors qu'ils étaient un de plus, puisque Jérémy Sanzel avait pris un carton rouge. Cela s'explique aussi par la touche catastrophique de Castres, qui a dû perdre au moins 8 ou 9 ballons, que ce soit avec le talonneur titulaire ou avec le talonneur remplaçant. Et à l'inverse, Toulon a eu un jeu très construit, comme je l'ai déjà dit. Mignoni a d'ailleurs eu une solution de coaching très intéressante en remplaçant Jules Coulon par Mathieu Smiley lorsque Jérémy Sanzel a pris son carton rouge. En effet, un carton rouge pour un troisième ligne est ce qu'il y a de moins pire pour une équipe. Alors oui, c'est pas Coulon qui l'a pris, mais bien Sanzel, mais justement le fait de se faire remplacer par Mathieu Smiley, ça met un 3/4 en plus, et comme le paquet d'avant de Toulon était dominateur, et ça s'est pas trop vu l'absence d'un troisième ligne. Cependant, à Toulon, on peut regretter quand même le fait qu'il n'ait pas le bonus offensif, notamment grâce à l'essai de Babio en toute fin de match. On passe maintenant au deuxième match, c'est Union Bordeaux-Bègles-Perpignan. Alors ce match, il a été globalement à sens unique, puisqu'on a eu une première mi-temps où l'UBB a totalement déroulé. On a eu notamment les 4 essais de Penaud, je ne pouvais pas ne pas revenir dessus. Pour sa première à Chaban, il a bien marqué de son empreinte son nouveau stade. Mais malgré tout, l'UBB, comme d'habitude en seconde période, s'est un petit peu relâché, et au final, c'est Perpignan qui mathématiquement a gagné cette seconde période, malgré le fait que l'UBB gagne quand même largement avec le bonus offensif. Là, on a vu le jeu de l'UBB, notamment porté sur l'attaque, avec des avants aussi performants, se mettre en place. Il y a les 4 essais de Penaud, mais il y a aussi l'essai de Buros en début de match, et même les essais d'avant de Maxime Lamotte et de Jefferson Poirot prouvent que l'UBB est une équipe qui peut potentiellement être une équipe complète, chose qui n'était pas trop le cas avant. Alors certes, il y a quand même un décalage de niveau entre la ligne de 3/4 et le paquet d'avant, mais je pense que ce décalage peut se réduire et faire que l'UBB soit un des top clubs de ce top 14. Du côté de Perpignan, c'est dommage parce que cette défaite vient casser une bonne dynamique. Ils étaient sur 3 matchs, dont 2 victoires où le jeu se portait beaucoup mieux. Mais là, ils ne sont pas rentrés dans les 22 mètres adverses jusqu'à la 27e minute. Perpignan a été trop maladroit et trop indiscipliné pour pouvoir espérer quelque chose à l'Union Bordeaux-Bègles. J'aimerais tout de même souligner l'importance de Posolo Tulagi. Quand il est rentré, ça a changé la physionomie du match. Certes, Perpignan était trop distancé pour pouvoir revenir, mais il a été très impactant et a remis son équipe dans l'avancée. On passe maintenant au troisième match, Montpellier-Oyonnax. Alors là, c'est une surprise vraiment, parce que Montpellier, c'est quand même une équipe qui est en grande crise, je pense que je ne l'apprends à personne, et Oyonnax, à l'inverse, est plutôt sur une bonne dynamique pour un promu. Là, c'est leur première victoire à l'extérieur, et je pense qu'ils prennent Montpellier au meilleur des moments. Et cette victoire peut jouer sur la fin de saison. Par contre, Montpellier, c'est pas possible. Alors oui, je peux entendre que le club est en crise, que les joueurs ne sont peut-être pas totalement concernés, mais là, il y a plusieurs actions qui doivent aller au bout. Et à l'inverse, plusieurs essais qu'ils ne doivent pas encaisser. Je pense à celui notamment de Daniel Yves Péfan, où il y a de nombreuses erreurs de placement, ce qui fait que Miotti fait une passe au pied parfaite pour Yves Péfan, qui n'a plus qu'à ramasser le ballon et marquer. Après, même si Montpellier a été fautif et très maladroit, il faut souligner quand même qu'Oyonnax fait un match complet, surtout en défense en première mi-temps. À la mi-temps, il y a 14-14, et à la dernière action, donc vers la 40e minute, Montpellier a un ballon d'essai avec des pick and go sur la ligne d'en but. Mais Reinhardt décide de se précipiter et de ramasser le ballon. Au final, il se fait coffrer, pas essai. Et c'est dommage parce que ce potentiel essai aurait pu donner un gain psychologique à Montpellier. D'ailleurs, Reinhardt, je trouve qu'il fait un match catastrophique, mais on en reparlera plus tard. On passe maintenant au 4e match, c'est Pau-Stade Français. Alors là, j'ai pas énormément grand chose à dire, tant les Palois ont dominé ce match de la tête et des épaules. On a eu un Lutte Whitelock qui a fait un énorme match, il a été très solide depuis le début de la saison, mais là c'est peut-être son meilleur match depuis qu'il est arrivé dans le Béarn. Et là on voit que Pau est en pleine confiance, à l'inverse de Montpellier. Parce que là les conditions étaient vraiment très mauvaises, et ça m'a rappelé un petit peu ce match contre l'UBB, où c'était des adversaires très forts en face,
mais ils ont maîtrisé leur jeu, ils ne sont jamais inquiétés. Ils ont réussi à choper le bonus offensif face au Stade français qui est quand même, avant cette journée, premier du championnat. Du côté du Stade français, c'est un petit peu décevant. Parce que ça fait 2 fois qu'ils n'arrivent pas du tout à mettre leur jeu en place face à des grosses défenses. La semaine dernière, le Racing les avait mis à mal, et là, ça a été la défense de Pau. Et je pense qu'il n'est pas encore l'heure de s'inquiéter au Stade français, mais il va falloir sérieusement se remotiver, parce que peut-être qu'avec le début de saison qu'ils ont fait, ils se sont peut-être vus un peu trop beaux, et maintenant, ça ne fonctionne plus. Mais sur ce match, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer, car la défense n'a pas été très bonne, ils ont encaissé 3 essais, et en attaque, il y a eu aucune occasion. Le Stade français doit vraiment se remobiliser s'ils veulent finir dans les 2 premières places du championnat. On passe maintenant à Lyon-Bayonne. Alors là, ce match, il a été globalement maîtrisé par les Lyonnais. On a eu 2 essais plutôt rapidement dans le match, avec un Paddy Jackson qui a fait une très très grosse partie. Mais cependant, j'aimerais souligner que Bayonne pouvait gagner ce match, ou du moins aller chercher un bonus défensif. Car au final, ils ne sont pas si loin que ça, et je crois qu'ils sont à 11 ou 12 points de Lyon. Mais surtout, ce qui pêche, c'est que, surtout en première mi-temps, il y a eu trop de possessions dans les 22 mètres lyonnais, mais sans concrétiser. Ils tournent à la mi-temps à 17-3, alors qu'ils auraient pu largement marquer 1 ou 2 essais et aller à la mi-temps avec un score d'égalité. Mais non, Bayonne n'a pas su concrétiser, et je trouve que ça se voit depuis le début de la saison que Bayonne a des ambitions, a envie de jouer et de produire, mais n'est pas du tout réaliste. Et c'est pour ça qu'ils sont du coup englués dans le fond du classement, malgré le fait qu'ils soient pas tellement distancés du top 6. En tout cas, Bayonne, peut-être que maintenant les clubs ne savent que c'est plus une surprise, et les attendent de pied ferme, et savent que si ils maîtrisent Camille Lopez, Bayonne s'en sort un peu moins bien. Du côté de Lyon, c'est un match qui permet de renouer avec la victoire, puisque ça faisait 3 matchs qu'ils perdaient. Peut-être que ce match peut lancer une dynamique. Je suis pas non plus convaincu du jeu lyonnais, notamment la charnière qui est un petit peu paradoxale, j'ai envie de dire, car on a Baptiste Couillou qui est fort un match sur 2, et Paddy Jackson qui est plutôt constant depuis le début de la saison, il fait pas de trop grosses erreurs. Mais à part aujourd'hui contre Bayonne où il a fait vraiment un bon match, le reste c'est plutôt sans grande transcendance. Enfin bref, maintenant passons à Toulouse-Clermont. Alors ce match, je sais pas trop quoi en penser, puisque c'est un match avec quand même pas mal de rythme, surtout en première mi-temps, mais il y avait que 3-0 à la 25e minute. Et au final, le rythme, il a un petit peu baissé tout au long de cette rencontre. Cependant, j'aimerais souligner le tournant du match pour moi, c'est l'essai du coup de pénalité qui n'a pas été accordé à l'ASM sur le croc en jambe de Thomas Ramos. Alors là, j'aimerais pousser un mini coup de gueule dans le sens où, alors certes, Thomas Ramos n'a pas l'intention et certes ne le fait pas exprès, mais c'est quand même une action qui empêche un essai. Donc le carton jaune aurait été peut-être sévère, mais l'essai de pénalité doit y être parce que sans ça, je pense que Fall peut marquer. Et c'est dommage parce que cette action montrait que Clermont allait beaucoup mieux dans ce match, et avec cet essai, il pouvait passer donc à 10-7, et au final, sur l'action d'après, on a un essai, et ça fait du coup du 14-3. Et après, Clermont n'a jamais su revenir, il ne marque qu'un seul essai en interception, et Toulouse déroule jusqu'à aller chercher ce bonus offensif sur la dernière action. Et du côté de Toulouse, j'ai l'impression que j'arrive pas à reconnaître ces Toulousains. Je veux dire, le jeu pratiqué n'est pas aussi impressionnant que les autres saisons. Mais Toulouse, j'attends de voir qu'ils se remettent à niveau, mais en tout cas, s'ils conservent ce niveau de jeu, je ne les vois plus du tout champions de France. En revanche, une équipe qui pourrait être bien champion de France cette saison, c'est le Racing 92. Lors du match face à La Rochelle, le Racing s'en est sorti avec le point de bonus offensif. Et moi, ce qui m'a un petit peu interloqué lors de ce match, c'est un peu comme Toulouse, c'est le niveau de jeu de La Rochelle. Là, en fait, La Rochelle, ça joue mal, vraiment. Astoy en 15, je suis pas du tout convaincu. Yaya West en 10, ça se voit qu'il n'est pas en confiance depuis 2-3 saisons. Et je me demande pourquoi on n'a pas fait jouer Hugo Ross. Après, ceci dit, comme à Toulouse, on a un tournant du match, c'est le carton rouge de Teddy Thomas. Alors là, la faute est liée, il n'y a pas de souci là-dessus, il ne maîtrise absolument pas son geste et il peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais cependant, juste après cette action, il y a l'essai de pénalité et un carton jaune pour Pierre Bourgarit, ce qui fait prendre le large au Racing, et au final, La Rochelle n'arrivera jamais à revenir dans ce match. Alors que pourtant, avant cette action, alors certes, il y a eu l'essai de Imhoff en début de match, mais La Rochelle était dans le coup. Ils ont réussi un petit peu à relever la tête en début de seconde période, mais au final, ils n'ont jamais réussi à véritablement imposer leur jeu. Et c'est le Racing qui, en toute fin de rencontre, est allé chercher le bonus offensif. Et le Racing, c'est très impressionnant. Et s'il continue sur ce niveau de jeu,
ça peut faire très mal en fin de saison, que ce soit sur la scène européenne ou sur le top 14. On a vu des joueurs vraiment impliqués. On a la renaissance un petit peu de Cameron Wauchie en club, qui n'est plus du tout le même que celui de la saison dernière. Là, il prend des initiatives, il est tranchant, en touche, c'est vraiment le capitaine et le voleur principal du Racing. Il est vraiment en très grande forme depuis son retour de Coupe du Monde. Enfin bref, maintenant, passons au top et au flop. Alors, en top, je vais mettre le Lyonnais Paddy Jackson, qui a réalisé un full house. Un full house, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il a marqué un essai, un drop, une transformation et une pénalité au minimum dans un seul match. Et puis même au-delà de ça, je trouve qu'il a vraiment bien orchestré la rencontre. Au pied, il a été plutôt en réussite. Je crois qu'il a peut-être 2 échecs, mais dans tous les cas, il a vraiment bien mené son équipe vers la victoire. Je parlerai aussi de Esteban Abadi. Le capitaine toulonnais a fait un match énorme, que ce soit en défense, dans les ballons grattés, en touche évidemment, parce que c'est le meilleur preneur du top 14 depuis 2 saisons maintenant. Et dans le leadership, Esteban Abadi, ça se voit qu'il est en train de prendre de la puissance et j'aimerais bien le voir potentiellement dans la liste des 42 pour le tournoi Destination. Et enfin, le dernier top, c'est Luke Whitelock, qui a été un véritable leader lui aussi, qui pareil en défense ne s'est jamais échappé et dans les runs, ça a été un véritable poison. Pour ce qui est des flops maintenant, je vais mettre Cobus Reinhardt, qui pour moi n'a pas du tout bien animé le jeu de Montpellier. Il a voulu des fois surjouer alors que Montpellier n'est pas en confiance. Il aurait peut-être dû poser le jeu. Et son action juste avant la mi-temps est pour moi le symbole de son match. En flop, je vais mettre aussi Pierre Bourgarit, qui n'a pas été bon du tout. Notamment qui est fautif sur l'essai pénalité qui écroule ce mol à 5 mètres de l'embut. Il a loupé de nombreux lancers en touche. Et il loupe cet essai, bon certes ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui échappe le ballon dans l'embut, alors que La Rochelle était en train de revenir un petit peu dans le match. Et enfin, le dernier flop, c'est Jean-Pascal Barak à Perpignan, qui en arrière avait été très bon à Toulouse, mais là, je ne le reconnais pas du tout. Il n'a pas eu un bon jeu au pied, il n'a pas été bon sur les ballons en l'air, et il a eu très peu d'impact, que ce soit en défense ou offensivement, sur le match. Aujourd'hui, spécialement, je n'ai pas forcément d'essai de la journée, je vais juste mettre en lumière 4 essais marqués par un seul joueur, à savoir Damien Penaud. C'est la 2e fois dans l'histoire du top 14 qu'un joueur marque 4 essais en une mi-temps. Le premier, ça avait été Gabriel Lacroix avec La Rochelle face à Bayonne il y a quelques saisons. Et maintenant, c'est Damien Penaud. Et pour son premier match à Chambon-Delmas, j'aimerais juste mettre en lumière ces 4 essais. Enfin bref, cette vidéo sur la 8ème journée est à présent terminée. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'analyse de la 9ème journée du top 14. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine. C'était Bourichon. Ciao ciao.